Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé ce mardi la cérémonie de lancement de l'aéroport de Gia Binh, un projet stratégique dans la province de Bắc Ninh. L'industrie du bois vietnamienne s'efforce de s'adapter et de répondre aux normes vertes des marchés d'exportation pour atteindre son objectif de 16 milliards de dollars. En 2024, dans un contexte de turbulence mondiale, le Vietnam continue de progresser de manière constante dans la garantie des droits de l'homme, avec des réalisations notables. Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Tô Lâm a reçu ce mardi 17 décembre à Hanoï le général David Petraeus, copropriétaire du fonds d'investissement américain KKR et président de KKR Global Institute. Le chef du PCV a confirmé la place privilégiée des États-Unis parmi les partenaires économiques du Vietnam, invitant les entreprises américaines à investir dans les domaines de la transformation numérique, de la transition énergétique et de l'adaptation au changement climatique. Il a également souhaité que les entreprises américaines, y compris KKR, continuent à promouvoir la coopération économique, scientifique et technologique entre les deux pays. Pour sa part, David Petraeus a partagé son optimisme quant aux perspectives d'investissement au Vietnam. D'après lui, le Vietnam dispose de tous les atouts recherchés par les investisseurs et les propriétés du Vietnam sont aussi celles de KKR. Le même jour, il a rencontré le Premier ministre vietnamien Phạm Minh Chính. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé ce mardi la cérémonie de lancement de l'aéroport de Gia Binh, un projet stratégique dans la province de Bắc Ninh. Cette infrastructure de 125 hectares située dans la commune de Xuân Lai est conçue comme un aéroport de niveau 4E dédié à la défense et à la sécurité nationale. Prenant la parole lors de cet événement, le chef du gouvernement a souligné que ce projet servira aux opérations de commandement, aux vols d'entraînement et aux missions de préparation au combat des forces aériennes de la police populaire du Vietnam. Concernant l'avancement des travaux, le Premier ministre a demandé la mise en œuvre rapide de la première phase de ce projet, tout en préparant minutieusement la seconde dans l'esprit de l'optimisation des délais, de la réponse à la meilleure qualité des travaux et aux coûts les plus abordables. Il a demandé un délai d'achèvement de 18 mois et une garantie de la sécurité, la lutte contre les pratiques malsaines et le gaspillage. Le comité permanent de l'Assemblée nationale a ouvert ce mardi sa 40e et sa dernière session ordinaire de 2024 sous la présidence de Trần Thanh Mẫn. Cette session de 2 jours s'annonce déterminante pour l'agenda législatif de 2025. Parmi les points clés figure l'ajout de 3 projets de loi majeurs au programme 2025, dont un amendement de la loi sur la faillite, une nouvelle législation sur la protection des données personnelles et un amendement de la loi sur la presse. Le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, a insisté sur l'urgence de mettre en œuvre les lois récemment adoptées, notamment celles visant à stimuler les flux de crédit pour le développement socio-économique. Il a appelé à une accélération des procédures administratives et à une modernisation de l'organisation parlementaire pour gagner en efficacité. Selon le département des investissements étrangers du ministère du Plan et de l'Investissement, les organisations internationales continuent de considérer le Vietnam comme un marché d'investissement attractif avec des fortes perspectives de croissance. Moody's et S&P considèrent le Vietnam comme l'un des 2 pays asiatiques affichant des tendances stables et positives dans les indicateurs de crédit à long terme. HSBC reconnaît le Vietnam comme une destination attractive pour les entreprises étrangères, tandis que Jetro classe le Vietnam comme la 2e destination d'investissement la plus attractive au monde et la première en Asie. L'attrait du pays est également démontré par le fait que 90% des entreprises allemandes prévoient d'étendre leur opération au Vietnam. En outre, les Pays-Bas et la Belgique augmentent leur investissement au Vietnam, en se concentrant principalement dans les secteurs de la technologie et des énergies renouvelables.
Selon les prévisions, en 2024, les exportations vietnamiennes de bois et de produits dérivés devraient atteindre plus de 16 milliards de dollars. Sur ce chiffre, les exportations vers les États-Unis en représentent près de 60%, soit environ 9 milliards de dollars. Ce marché de production devrait connaître d'énormes changements en 2025, lorsque l'administration du président Donald Trump appliquera de nombreuses nouvelles politiques. L'industrie du bois vietnamienne devra également opérer des changements rapides pour s'adapter et répondre aux normes vertes des marchés d'exportation. L'énergie solaire est installée sur toute la surface du toit de l'usine et tous les chariots élévateurs utiliseront des véhicules électriques pour protéger l'environnement. Telles sont les transformations que cette entreprise met en œuvre pour répondre aux normes vertes européennes et à l'accord de durabilité signé par le Vietnam avec les États-Unis. Nous déployons le boisement FSC et nous nous associons à des unités de boisement aux origines claires. Les États-Unis envisagent des mesures tarifaires de 15 à 20% sur les produits importés. Face à cette situation, les entreprises vietnamiennes du bois doivent désormais se conformer aux normes d'exportation au plus haut niveau. Avec le soutien à la protection du secteur manufacturier national, les États-Unis envisageront de prendre des mesures tarifaires sur les produits importés. Les entreprises doivent se concentrer sur une production durable et concevoir des produits diversifiés adaptés au marché. Face aux nouvelles exigences du marché, le gouvernement du Vietnam a publié le décret 120 fournissant une solution pour la classification des entreprises de transformation et d'exportation du bois. Les entreprises qui satisferont aux exigences verront le processus d'exportation raccourci. Le décret 120 contrôle également les matériaux en bois importés. Nous organiserons un séminaire pour informer les entreprises sur cette problématique. Les entreprises vietnamiennes doivent prêter attention aux exigences du marché afin de construire une image de l'industrie du bois vietnamienne axée sur le développement durable, offrant ainsi des opportunités d'exportation à long terme. Le troisième forum de l'économie circulaire de 2024 s'est ouvert ce 10 décembre à Hanoï, ayant pour thème promouvoir l'économie circulaire au Vietnam, du plan à l'action. Ce forum a proposé une session plénière et 3 ateliers spécialisés. Il a dressé un panorama complet des orientations stratégiques, des politiques publiques et des initiatives innovantes pour stimuler l'économie circulaire au Vietnam, tout en mettant en lumière le rôle clé du secteur privé dans cette transition. Lors du forum, les partenaires nationaux et internationaux ont échangé sur les stratégies à adopter pour positionner le Vietnam comme un leader régional en matière d'économie circulaire, notamment à travers l'établissement d'un cadre institutionnel et juridique complet. Il ne reste que près de 2 mois avant le nouvel an lunaire. C'est pourquoi dès ce moment, à Ho Chi Minh Ville, les gens ont commencé à faire du shopping pour préparer la plus grande fête de l'année. Mais cette année, les consommateurs ont tendance à simplifier les démarches du Tết. Ils visent progressivement à acheter des produits pratiques, sains et à des prix abordables. Les années précédentes, le Tết était une occasion où la famille de Dung choisissait de voyager. Mais cette année, elle décide de rester à Ho Chi Minh Ville. Pour célébrer cette fête, elle se concentre sur l'achat d'articles essentiels au quotidien. Elle a donc acheté des paniers cadeaux d'épices pour les offrir à ses amis et à ses proches. Les produits essentiels, tels que le sucre, le riz et les sauces, sont largement utilisés pendant le Tết. Parce que c'est une occasion où nous préparons beaucoup de repas pour la famille. C'est pourquoi je trouve nécessaire d'acheter ces produits. Selon une enquête menée auprès des détaillants, certains produits comme la bière et les confiseries ont connu une forte baisse. Cependant, les friandises uniques contenant des noix et bons pour la santé sont très prisées à cette occasion. Ma famille choisit des produits sains et à des prix raisonnables. Nous avons décidé de dépenser économiquement parce que la situation économique de cette année est difficile. Conscientes de ce changement de comportement des consommateurs, les entreprises ont ajusté leur stratégie d'approvisionnement. Par exemple, certains fournisseurs ont augmenté leur stock de 20% pour le nouvel an lunaire en se concentrant sur les articles essentiels à prix stable. Des paniers cadeaux sont proposés à des prix abordables pour mieux s'adapter aux besoins des consommateurs. Nos paniers cadeaux comprennent des articles essentiels,
tels que de l'huile de cuisson et de la sauce de poisson de bonne qualité, avec des réductions spéciales pour le Nouvel An lunaire. Selon les experts, les dépenses de consommation totale au cours de la saison du Tết 2025 augmenteront d'environ 5% par rapport à 2024. Cependant, au cours des 4 derniers trimestres, l'industrie des biens de consommation n'a pas encore enregistré de signes de croissance positive. Le pouvoir d'achat n'est actuellement pas élevé. Par conséquent, les détaillants ont lancé des promotions agressives, notamment des remises de 50% et des offres en acheter en offert, dans l'espoir de stimuler les ventes d'ici la fin décembre. Actuellement, le marché des produits agricoles, des fleurs et des plantes ornementales se réchauffe pour le Nouvel An lunaire 2025. Les agriculteurs sont donc extrêmement occupés pour répondre à la demande des consommateurs. Malgré les dégâts causés aux cultures par le typhon Yagi, ils s'efforcent d'assurer l'approvisionnement en marchandises pour le Tết, la plus grande fête de l'année pour les Vietnamiens. Voici les fleurs semées après les inondations qui fleurissent pour accueillir la nouvelle année. Alors que de nombreux ménages importent des plantes ornementales d'autres endroits pour célébrer le Tết, M. Mui se concentre sur la production de fleurs à court terme. Bien que le coût de la main-d'œuvre et des matériaux soit élevé cette année, les jardiniers font des efforts pour assurer l'approvisionnement en fleurs du Tết. Nous avons réussi à restaurer plusieurs variétés de fleurs. Nous cultivons 5 000 à 7 000 pots de chaque variété. Nous avons réparti nos tâches pour répondre à la demande du marché. Les vergers d'orangers qui ont survécu à la tempête sont entrés dans la saison de récolte. Bien que la production d'oranges de cette année soit faible, la demande des consommateurs a fortement augmenté. Les prix du marché ont augmenté de 30% par rapport à l'année dernière. Cependant, nous ne pouvons pas recevoir de grosses commandes en raison des quantités de production limitées. Après le typhon, les plantes fruitières prospèrent grâce aux soins attentifs des agriculteurs. Tous les agriculteurs ont pu reprendre leur production et assurer un approvisionnement suffisant pour le thé. En raison des conditions météorologiques, cette année, de nombreux commerçants ont passé les commandes tôt pour le Tết. Même s'il reste encore de nombreux défis, les pousses vertes suscitent l'espoir des agriculteurs d'un Tết heureux. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. L'homme a toujours été au cœur de la politique et de la stratégie de développement du Vietnam, mise en œuvre de manière globale dans tous les domaines socio-économiques. Cela jette ainsi des bases solides pour la protection des droits de l'homme dans le pays. En 2024, dans un contexte de turbulence mondiale, le Vietnam continue de progresser de manière constante dans la garantie des droits de l'homme, avec des réalisations notables. Le taux de pauvreté est passé de 58% au début des années 1990 à seulement 1,9% en 2024. La participation du Vietnam à l'Alliance mondiale contre la pauvreté lors du sommet du G20 souligne la détermination du pays à relever de nouveaux défis dans l'éradication de la pauvreté. La campagne nationale visant à éradiquer les logements temporaires et délabrés d'ici 2025 est un autre exemple de la politique constante du Vietnam visant à ne laisser personne de côté. En 2024, face aux graves conséquences du changement climatique, en particulier les sécheresses et les inondations, le Vietnam a réagi rapidement et efficacement pour protéger les droits de l'homme dans les situations d'urgence. Les autorités du Vietnam ont mis l'accent sur les mesures visant à réduire les risques de catastrophes naturelles et à atténuer le changement climatique dans le pays.
Par exemple, nous avons constaté que, lorsque le typhon Yagi a frappé, des mécanismes de prévision très puissants étaient en place pour protéger les habitants de la catastrophe. En 2024, le Vietnam a été reconnu comme étant un pays doté d'un indice de développement humain élevé. Le pays a mis en œuvre 271 des 320 recommandations du rapport de l'examen périodique universel des Nations Unies, soit le taux le plus élevé jamais atteint. En tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2023-2025, le Vietnam a mené de nombreuses initiatives importantes pour garantir les droits de l'homme. Il est très important qu'un pays émerge comme le Vietnam soit représenté au Conseil. Cela renforcera la coopération pour mettre en œuvre les engagements du Vietnam en matière de droits de l'homme au niveau national. L'année 2024 marque des avancées significatives dans la protection et la promotion des droits de l'homme au Vietnam. Ces réalisations réaffirment le ferme engagement du Vietnam à protéger les droits de l'homme tout en renforçant la réputation du pays en tant que nation responsable, contribuant activement aux problèmes de développement mondial. La dépréciation du yen japonais et la hausse des prix affectent les travailleurs vietnamiens au Japon. En réponse, de nombreuses entreprises et syndicats japonais ont mis en place des programmes de soutien pour retenir ces travailleurs. Tout de suite, les détails dans le reportage qui suit. Lors de la journée des travailleurs vietnamiens au Japon, les grandes entreprises et les syndicats japonais ont annoncé des programmes de soutien pour retenir les travailleurs vietnamiens. Ces programmes comprennent des augmentations de salaire annuels, des repas gratuits, une aide au logement, une couverture des frais de service public et une aide aux frais de traitement des documents. Nous employons environ 100 travailleurs vietnamiens et augmentons progressivement les salaires des stagiaires ayant travaillé entre 3 et 5 ans en continu, en fonction des évaluations de performance, afin de garantir qu'ils dépassent le salaire minimum japonais. Nous proposons également des logements subventionnés pour alléger leur fardeau financier. L'entreprise m'a aidé à payer mes frais de logement et à remplir des documents que je ne comprenais pas entièrement en raison de ma méconnaissance de la législation japonaise. Les syndicats japonais renforcent également la communication avec les travailleurs vietnamiens pour identifier leurs difficultés et proposer des solutions à leurs employeurs. Notre syndicat gère actuellement 1500 stagiaires vietnamiens et a accueilli au total 6000 travailleurs vietnamiens à ce jour. En raison de la dépréciation du yen, nous identifions les problèmes chaque mois et travaillons avec les entreprises pour les résoudre, en leur garantissant de meilleures conditions de vie. Le Japon a pour objectif d'accueillir 820 000 travailleurs dans 16 secteurs d'activité sur 5 ans, mais il n'en a accueilli que 250 000 en juin. Les responsables japonais espèrent que dans les nouvelles lois du travail, qui devraient entrer en vigueur en juin 2027, bénéficieront aux travailleurs étrangers en s'attaquant aux frais de courtage élevés et aux pratiques de recrutement illégal. Le stand-up ou monologue comique en français est un genre comique où un humoriste seul, sans décor, sans accessoires, brise le quatrième mur en prenant l'auditoire à témoin des histoires qui lui sont arrivées. Cette forme de divertissement est devenue de plus en plus populaire au Vietnam en général et à Ho Chi Minh Ville en particulier. Récemment, un groupe d'humoristes bien connu nommé Saigon Teo a présenté un membre spécial qui vient de rejoindre le groupe sous le nom de scène Stephen Wu. Dans ce chapitre, le Vietnam, terre d'accueil, découvrons comment ce jeune Américain a séduit les spectateurs de Ho Chi Minh Ville avec ses spectacles de stand-up entièrement en vietnamien. Vous êtes prêts? Applaudissons chaleureusement Stephen, également connu sous le nom de Vu. Salut à tous. Je suis trop fatigué. Oh mon Dieu. Permettez-moi de me présenter brièvement.
Je m'appelle Stephen, mon nom vietnamien est V. Je vis au Vietnam depuis 4 ans. Stephen Turbin, diplômé de l'université de Harvard, s'est immergé dans la culture dynamique du Vietnam, devenant une figure notable de la scène comique florissante de Ho Chi Minh Ville. En faisant du stand-up en vietnamien, Stephen, également connu sous le nom de Vũ, apporte une perspective unique au public local. L'autre jour, je suis allé au Circle K pour acheter quelque chose. J'ai salué la caissière en vietnamien et elle m'a répondu « Excellent ». Incroyable, j'ai hâte de voir d'autres spectacles de Vu. L'humour de Vu est très drôle et charmant. J'aime beaucoup ceux qui parlent vietnamien et qui aiment la culture vietnamienne. Impressionnant. Non seulement il parle vietnamien, mais il sait aussi faire de la comédie en vietnamien. Stephen est tellement charmant. Merci d'être venu au Vietnam et d'avoir compris le vietnamien au point de faire du stand-up comédie. Tout a commencé quand ma prof de vietnamien, qui est aussi l'une de mes meilleures amies, elle m'a emmené à l'un de leurs spectacles de stand-up. Et puis je suis allé au spectacle et je me suis dit « Oh mon Dieu, ils sont tellement drôles ». Et tu peux comprendre les blagues vietnamiennes? Je comprends 70-80% de la mise en scène. Cela suivra la séquence de présentation du contexte, puis le point culminant. Quand tout le monde riait, je me disais « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Et c'est tellement amusant, et je me suis dit que si je pouvais être là-haut et faire un stand-up, cela signifierait que mon vietnamien atteindrait un certain niveau. Et donc je me suis fixé cet objectif. Combien de temps il vous faut pour préparer un spectacle? J'ai vraiment travaillé pendant environ 1 an. Je suis sur scène peut-être une fois par mois pour essayer quelques blagues. La plupart d'entre elles ne sont pas drôles, je me débarrasserai de certaines blagues, j'en garderai d'autres. Et puis il faut être assez sûr de soi pour être sur scène, parce que le truc avec la comédie, c'est que ce n'est pas comme une chanson, que les gens aiment l'entendre encore et encore, personne ne dit « Rappelez-moi cette blague ». Une fois qu'elle est sortie, elle est un peu brûlée. Est-ce que votre objectif est de vous consacrer à plein temps à la comédie stand-up à un moment donné? C'est certainement plus comme un travail secondaire, je pense que j'adore ça. Et j'aime le fait que cela m'insiste à explorer le vietnamien et le Vietnam. En 2020, Stephen a cofondé Lumière Education pour donner aux lycéens ambitieux du monde entier les moyens de mener des projets de recherche sous la direction des instructeurs expérimentés. Grâce à cette initiative, les étudiants vietnamiens ainsi que des pairs d'autres pays se sont engagés dans les recherches avancées dans les domaines tels que l'apprentissage automatique, la recherche sur le cancer et l'économie, leur permettant de démontrer leur profondeur académique et leur créativité lorsqu'ils postulent dans les meilleures universités du monde. Vous avez un grand nombre d'étudiants internationaux. Combien d'entre eux sont vietnamiens? Au Vietnam, nous avons environ chaque année environ 100 étudiants qui travaillent avec nous. Que voyez-vous des étudiants vietnamiens? Je pense que les étudiants vietnamiens en général sont très forts. Ce qui est bien chez les étudiants vietnamiens et qui est, je dirais, unique, c'est qu'ils ont un bon mélange de très bonnes bases en termes de façon d'aborder les problèmes et de travail acharné. Et puis, ils ont une réelle curiosité pour le monde. Je pense que tout cela est vraiment leur point fort. Les affaires vont bien. Vous êtes ici officiellement depuis combien de temps? Au total, c'est environ 4 ans et demi. 4 ans et demi. Alors, où vous voyez-vous dans les 3 à 5 prochaines années? Je suis très engagé au Vietnam. Pour moi, au Vietnam, c'est chez moi. Saigon est comme ma ville natale. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette ville? Je pense que ce que j'aime le plus, c'est que c'est un peu intangible, mais c'est cette énergie des gens qui sont capables de faire n'importe quoi. Je pense juste qu'il y a quelque chose de si spécial au Vietnam. Je ne sais pas vraiment comment le décrire, mais il y a cette phrase en vietnamien que j'aime beaucoup. C'est du poète C.H. Lanvien, où il dit « Lorsque vous êtes là-bas, c'est juste un endroit, mais lorsque vous partez, cela devient une partie de votre âme. » Il y a eu une période où j'ai quitté le Vietnam pour travailler aux États-Unis et en Chine, mais pendant cette période, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au Vietnam. Stephen n'est que l'un parmi des nombreux étrangers venus à Ho Chi Minh Ville, initialement avec l'intention de s'y habiter pour une courte période, mais qui a ensuite été fasciné par la beauté et le rythme de la vie ici, puis a décidé d'y rester à long terme.
Voici tout de suite les prévisions météorologiques dans les principales villes du pays. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine.